Mesdames, Messieurs, bonsoir. Enfin, même si, oui, on peut dire déjà bonsoir, en tout cas, bon après-midi. Donc, je suis très heureux de pouvoir participer à ces échanges et d'avoir ce rôle, voilà, qui est un rôle, j'espère que je serai à la hauteur, donc un rôle d'animateur pour les échanges, le débat que nous allons avoir aujourd'hui. Peut-être quelques éléments sur le petit déjeuner. Il y a cela donc 35 ans maintenant, le président français François Mitterrand a entrepris une visite historique en Bulgarie, laquelle insuffla une impulsion considérable au processus démocratique. Au cours de cette visite, qui eut lieu donc en janvier 1989, Mitterrand, le président François Mitterrand, convia 12 intellectuels et opposants bulgares un 19 janvier à un petit déjeuner. Alors l'heure exacte, vous nous direz, je ne me souviens plus, à la résidence de l'ambassade de France à Sofia. Parmi ces invités figurait le futur premier président démocratiquement élu, Gélieu Gélev, et vous, madame. Par la suite, le président français s'est entretenu avec des étudiants à l'université de Sofia, je crois que c'était un 20 janvier. La rencontre de François Mitterrand avec les intellectuels bulgares est considérée comme l'un des moments clés, je crois, du processus de démocratisation du continent européen et bien évidemment une histoire importante, fondamentale même, je dirais, dans la relation entre nos deux pays, entre la France et la Bulgarie. Peu de temps après, le régime totalitaire communiste de Todor Živkov tombait. Récemment, je suis ici en fait depuis 2 mois et demi à peu près à Sofia en Bulgarie et puis j'ai eu aussi l'occasion de visiter d'autres très belles villes de votre pays et je me suis rendu à Plovdiv. Et à Plovdiv, dans la vieille ville, il y a donc ce qu'on appelle la maison Lamartine, puisque le poète y a séjourné quelques jours. Et il y a une très belle plaque avec ces mots du président François Mitterrand. Avec l'autre Europe, j'ai le sentiment que les portes du siècle prochain s'ouvriront sur un air de liberté qui passera par les fenêtres. Ce fut donc les propos de François Mitterrand qu'il prononça à la Maison de la Culture à Sofia le 19 janvier 1989. Je dis donc bonsoir à mes invités. J'ai le plaisir et l'immense honneur de vous présenter. Alors je commencerai par Madame Koprina Chervenkova. Vous avez été donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'une des invitées du petit déjeuner offert par le président François Mitterrand à la résidence de l'ambassade de France à Sofia. Quelques mots donc pour vous présenter. Vous êtes une personnalité éminente de la culture, vous êtes journaliste, spécialiste du théâtre, théâtrologue. Vous avez terminé vos études, je crois, à l'école française de votre ville natale, ainsi qu'une formation à l'Institut supérieur de théâtre, le GITIS de Moscou. À partir de 1975, vous avez travaillé pour le journal La Revue Cultura. Puis, en raison de votre participation au club de soutien à la transparence et à la restructuration, à la fin de l'année 1989, vous avez été licencié de ce journal et également exclu du Parti communiste bulgare. De 1990 à juin 2018, vous redevenez responsable, rédactrice en chef du journal Cultura. Chère Madame, dans le documentaire que nous avons traduit en français par Correspondante à elle-même, réalisé par Dimitar Charkov et avec Georgi Marinov à la caméra, vous partagez votre expérience emblématique du déjeuner avec François Mitterrand à l'ambassade de France à Sofia.
Je pense, et je voudrais que vous rebondissiez en fait sur cette citation, et si vous en êtes d'accord, et puis que vous nous racontiez ainsi ce petit déjeuner, ce qui se passe avant en Bulgarie, et puis aujourd'hui ce que vous retenez de ce petit déjeuner et de ces événements. Cette citation, elle est de Nikolai Vassilev, qui disait « Nous seuls, pourtant, pourrons le mieux apprécier la valeur réelle de ce qui s'est passé alors. Or, c'était beaucoup plus et bien différent qu'une conversation. Dans cette grise et froide journée de janvier, nous avons eu une rencontre avec la liberté. » Donc, chère madame, quelques mots peut-être pour évoquer ce petit déjeuner et ce moment, ce que ça a représenté pour vous. Аз ще говоря български, защото френския ми, независимо, че съм завършила френско училище, е вече доста занемарен и не мога да си позволя да измъчвам нашите домакини. Спомням си, тази закуска е толкова обговорена вече, че аз не знам какво бих могла още да кажа. Спомням си само, че президента Митеран, когато ние седнахме, той се обърна към нас и каза «Живозекут». И оттам нататък вече всеки се опита да разкаже нещо за себе си, за намеренията си, за идеите си, за присъствието си и така нататък. Мога да кажа, че най-радикално изказване направи... Защо това бръмчи? Това моето ли бръмчи? Аз натискам нещо. Да, добре. Или да напираме само към... сега. И най-радикално изказване направи президента Желев. Тогава той не беше президент, разбира се, но той разказа за идеите, които са легнали в основите на тази неправителствена организация, която ние представлявахме тогава. И начина, по който ние бихме могли нещо да постигнем. Въобще той направи едно истинско политическо изказване и това беше единственото политическо изказване от всички там присъстващи. Сега, аз какво да ви кажа? Аз искам други неща да ви кажа по повод на тая закуска, за които много малко се говори. Единственото посолство, което се интересуваше от неправителствените организации и специално от нашата организация, беше Френското посолство. Това бяха хората, които се интересуваха от нас, които някак си ни предоставяха цялата си жантиес, любезност. Те бяха грижовни по отношение на хората, които бяха в неправителствените организации, за разлика от американците, които абсолютно не ни поглеждаха. Те не се интересуваха от нас. Аз тук ще разкажа един сюжет, който е малко скандален. Някъде след 1989 година покойният Стефан Савов организира една конференция, не си спомням точно кой участваше в нея, всеки случай от Демократическата партия беше организирана тя. Те публикуваха една книжка, в която най-подробно бяха публикувани всички изказвания и в тази книжка прочетох следната информация. Задава се въпроса на американците: защо вие нямате интерес към неправителствените организации, на които отговор е: ние не можем да се лишим от нашия паркинг. Ще ни вземат паркинга. А паркинга им беше пред Американското посолство, което тогава беше на гърба на Народната банка. Кой тук се обажда? И така, а французите, за разлика от американците, не се интересуваха от паркинга си. Те много се грижаха за нас, много бяха любезни, много бяха... подпомагаха ни всячески
И затова аз искам тук да благодаря на присъстващите наши домакини, че те бяха цялата 89-та година до 90-та, до 10 ноември, всъщност те бяха хората, които ни закриляха, които се грижиха за нас. Не смея да твърда, че това е било специална поръчка от президента Митеран. Аз мисля, че това беше инициатива на самите французи, които си даваха сметка, че е важно в една такава държава като България да има хора, които имат различна гледна точка, които имат намерение да променят нещо в държавата си и всячески се опитваха да ни помогнат. Ето аз сега тук искам да им благодаря официално за това, което те направиха за нас тогава. La table est un peu petite, je crois qu'on en avait. Voilà, mais ça va aller, on va trouver les points d'équilibre. Chère madame, merci beaucoup pour ces quelques mots. J'inviterai peut-être Michel à vous poser une première question, mais d'abord, si je peux vous présenter rapidement à nos amis. Cher Michel, vous êtes rédacteur en chef de Philosophie Magazine, agrégé et docteur en philosophie. Vous êtes spécialisé en phénoménologie et en philosophie russe, mais vous engagez aussi une réflexion sur les extrémismes et peut-être aussi sur le totalitarisme. Vous avez notamment publié Dostoïevski, le roman du corps, Dans la tête de Vladimir Poutine, Les nouveaux dissidents, donc ça c'est effectivement le sujet que nous allons beaucoup évoquer aujourd'hui, et puis vous êtes mis aussi dans la tête de Marine Le Pen. Vous avez rédigé un ouvrage Lénine a marché sur la Lune. Passionné de géopolitique, vous proposez une chronique intitulée Jeux de stratégie dans la nouvelle formule de Philosophie Magazine. Et puis, nous l'avons évoqué ensemble il y a quelque temps, un des numéros donc, de Philosophie Magazine que vous dirigez était consacré à ce que nous vivons sur notre continent. Et ce numéro était intitulé Face à la guerre. Mais peut-être si vous en êtes d'accord, Michel, je vous propose de poser peut-être une question à madame. Avec plaisir. Mais juste avant de poser une question à Mme Tchervenkova, je voudrais vous remercier du fond du cœur, cher Luc, tous les membres de l'Institut français, l'ambassade de France, de m'avoir donné l'occasion de venir en Bulgarie. C'est la première fois que je viens dans votre pays. J'ai découvert Sofia depuis hier, demain je vais à Plovdiv. Je suis les traces de François Mitterrand qui lui aussi était arrivé d'abord à Sofia puis à Plovdiv. Et je suis impressionné par la beauté de Sofia et par l'intérêt de toutes les discussions que j'ai depuis un jour et demi à bâton rompu, le soir au déjeuner avec des intellectuels et des responsables politiques. C'est passionnant et donc merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion. Et puis surtout, je suis très honoré en fait d'être aux côtés de Koprina Tchervenkova parce que j'ai toujours eu un intérêt très fort pour la dissidence ancienne, notamment en Union soviétique, parce que je parle le russe, c'est un pays que je connais mieux, où j'ai vécu. Mais je crois qu'il faut absolument aujourd'hui, et précisément aujourd'hui, écouter les dissidents. Parce que je crois que ce qu'ils disaient il y a 40 ans, 35 ans, 30 ans, doit être dit et reformulé, mais redit aujourd'hui, parce que nous sommes dans une période face à la guerre, face aux autoritarismes, qui est une période très dangereuse pour tous les Européens. Et donc, je suis très honoré d'être à côté de vous ce soir. Et je voudrais vous poser une question toute simple pour resituer un peu le contexte historique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qui différenciait un dissident en Bulgarie dans les années 70-80, d'un dissident, par exemple, soit tchécoslovaque, soit d'un dissident soviétique. Quels étaient les modes d'action, les répressions? Qu'est-ce qui était différent? Qu'est-ce qui était spécifique à l'activité d'un dissident en Bulgarie? Не съм сигурна, че ще мога убедително да ви отговоря на този въпрос. Всяка от тези страни беше много различна. Управлението на държавите беше много различно.
Сега аз трябва да кажа една топла дума за Тодор Живков. Тодор Живков не беше сатрап. Тодор Живков беше мек човек. Той не би допуснал грубости и не би допуснал жестокости по отношение на хора, които, да кажем, имат друга гледна точка. Не, че му беше приятно. Не му беше приятно. Извършваха се. За Тодор Живков ли да ви се извина? Да, ще се извините, защото е безобразие. Абсолютно безотговорно. Ама защо така мислите вие? Ама аз съм го... Защото вие сте човек, който също е бил тук в затвора по време. По съвместно време. По кое време точно е бил в затвора? Края на 80-те години. Аз говоря за един период, който беше важен. Възродителният процес в случая е отделна тема, съвсем отделна тема. Добре, разбирам. Аз се извинявам, ако съм ви засегнала с нещо. Аз така мисля. Мисля, че Тодор Живков не допускаше жестоко отношение към хора, които не са били съгласни с мнението на неговата партия. Excusez-moi, juste... excusez-moi, mesdames, excusez-moi, je vous propose que... pardon, excusez-moi, mesdames, je vous propose que ces échanges, nous poursuivons après, hein, après ces éléments-là. Je vous comprends, je vous entends tout à fait, et je voudrais juste... je comprends les points de vue des uns et des autres, mais je voulais juste vous montrer que j'apprends le bulgare à travers le livre de Georgi Markov, qui a été effectivement une victime du régime de Todor Živkov. Donc effectivement, c'est important de rétablir la vérité historique. Je comprends le point de vue de madame, mais nous ne le partageons pas. C'est important de le dire, puisqu'il y a les faits, il y a la vérité historique. Et juste une citation de Georgi Markov pour vous dire quel est notre point de vue vu du côté français, puisque nous avons parlé de ce petit déjeuner, de l'importance qu'il incarne, effectivement, de la démocratisation qu'il a incarné et de ce retour de la Bulgarie vers l'Europe. Et il y a cette très belle et forte citation de Georgi Markov, et on sait à qui il s'adresse, je le dirai donc en français. Aujourd'hui, nous, Bulgares, présentons un bel exemple de ce que signifie exister sous un couvercle que nous ne pouvons pas soulever. Chaque mot prononcé sous ce couvercle change constamment de sens. Les mensonges et les vérités échangent leur valeur avec la fréquence d'un courant alternatif. Nous avons vu comment l'individualité est détruite. Nous avons été témoins de tant de manifestations qui humilient la dignité humaine, où l'on entend des gens normaux, qu'ils applaudissent une médiocrité insignifiante qui s'est proclamée demi-dieu et qui leur fait un signe condescendant depuis les hauteurs de son inviolabilité policière. Donc, effectivement, je pense qu'il est important de rétablir certaines vérités. Et nous considérons effectivement que la Bulgarie de Todor Živkov était un régime que nous pouvons qualifier de régime totalitaire. Et c'est ainsi, mais voilà. Donc, c'est pour clore le débat. Mais... Не смея да твърда, че е тоталитарен. Той наистина... Това беше режим, който купуваше. Той купуваше масово хората. Купуваше интелектуалци, купуваше техническа интелигенция, всичко наред купуваше. И така се решаваше въпрос. Наистина, той подлагаше на унижение хората, това е верно, но не ги убиваше. Не знам, аз говоря за време, на което съм свидетел. Не си спомням такова нещо. Но ясно, че тук няма... Разбирате ли, важно е в края на краищата да имаме право да говорим това, което мислим. В този смисъл дисидентството е актуално. Voilà. Si vous voulez, je propose donc de... Voilà. Ouais. Je propose donc de continuer le débat.
Et je vais peut-être cette fois-ci donner la parole à monsieur Michel Elchaninov, puisqu'on parle de dissidence. Alors, même si on s'éloigne cette fois-ci de la Bulgarie, si vous pouviez nous dire concrètement le rôle qu'ont joué dans l'histoire du XXe siècle les dissidents, en nous donnant quelques exemples sur le continent européen ou même hors du continent européen, et pourquoi ces dissidents ont été si importants dans les transformations que nous avons rencontrées, dans les processus de démocratisation aussi. Cela nous permettra un peu effectivement de nous éloigner du sujet bulgare et nous reviendrons sur ce point lors des discussions. Ce que je trouve absolument fascinant dans la définition de la dissidence, c'est que qu'est-ce que c'est qu'un dissident? C'est une personne qui est face à un pouvoir surpuissant, qui peut l'éliminer, comme Markov en 78, qui peut le mettre au goulag, comme en Union soviétique, qui peut l'exclure de son travail, comme vous l'avez été. Et cette personne sait qu'elle est parfaitement vulnérable. Et son arme, sa force, c'est justement sa vulnérabilité. Et ça, c'est le phénomène qu'on retrouve en Bulgarie, en URSS, en Tchécoslovaquie, en Pologne, partout. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui avancent à visage découvert, ce ne sont pas des personnes qui sont des rebelles masqués. Ils sont non violents la plupart du temps, c'est-à-dire ils refusent l'arme de la violence, et ils agissent non pas au nom d'une idéologie, mais la plupart du temps au nom d'une indignation personnelle face aux mensonges, face à des abus de pouvoir, etc. Et là, c'est extraordinaire d'avoir ce paradoxe de la dissidence. Un dissident, c'est quelqu'un de fondamentalement faible, c'est-à-dire il peut être mis en prison, exclu, voire tué, de manière très simple. Et qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser son corps. C'est-à-dire il va être debout à une manifestation. Je sais que tout à l'heure, un ancien ministre des Affaires étrangères m'expliquait qu'ils étaient 10 à une manifestation ici à Sofia. Il y avait 100 policiers, mais il y avait 10 manifestants. Donc il se sert de son corps. Il se sert de son corps aussi parce que son corps peut être maltraité. Il y avait aussi un photographe qui avait quand même reçu une blessure à la jambe parce qu'il avait écrit ici à Sofia, d'après ce que m'a raconté la personne tout à l'heure, un graffiti très célèbre sur Beria Jivkov, et donc voilà, il offre son corps et il offre sa parole. Et sa parole, c'est quoi? C'est une parole de vérité. Un dissident, c'est quelqu'un qui ose dire ce qu'évidemment la censure et l'idéologie cachent. Et il va le dire très simplement. Et il va le dire parfois avec un grand humour. Mais il va le dire directement en parlant le langage des gens. Et ça, c'est un phénomène qui, effectivement, a été très important en URSS et en Europe orientale et centrale. Et c'est extraordinaire parce que ça a fonctionné. Je pense aux dissidents que moi je connais, que j'ai rencontrés notamment parce que je les admirais beaucoup en URSS. Vladimir Bukovski. Bukovski, grand dissident soviétique, le jour de la mort de Staline, il est sur les toits de Moscou et il voit cette foule gigantesque qui pleure. Cette foule qui a été martyrisée par millions par le dictateur, qui pleure la mort de Staline. Et il est tout jeune, c'est un gamin, il a 11-12 ans, et il se dit, mais c'est fou, c'est la vérité, c'est exactement le texte de Markov que vous lisiez. On a mis le mensonge à la place de la vérité. Et on fait croire que celui qui est responsable de millions de morts est quelqu'un qu'on doit pleurer. Et donc c'est quelqu'un, Vladimir Bukovski, qui, dès que ça a été possible, a commencé à faire des manifestations poétiques sur une place à Moscou qui s'appelait la place Mayakovsky, un grand poète soviétique. Mais en fait, ces réunions sont transformées en fait en lieu de libre parole. Et Bukovski, commençant par ça, savait très bien qu'il allait être condamné. Et il a passé des années et des années et des années dans les camps. Quand il ressortait, il continuait, il savait qu'on allait renvoyer. Et donc, je crois que chez un dissident, il y a ce paradoxe de la fragilité, il y a cette obstination extraordinaire, mais à leur risque et péril. Il a passé 12 années en prison dans les camps, Bukovski. Il y a cette obstination, et puis il y a cette créativité, cet humour. Et je voudrais juste donner un exemple qui est quand même tiré du contexte bulgare, que je connais vraiment très très mal. J'ai lu, avant de venir, ce livre j'ai lu Gelev, du premier président démocratique, dont je salue la fille qui a eu la gentillesse d'être là ce soir. C'est un livre extraordinaire. C'est un vrai livre de dissident, parce qu'il prétend observer
de manière froide et scientifique ce que c'est que le fascisme, mais en fait il décrit le totalitarisme, et tous les lecteurs de ce livre ont compris qu'à la place de fascisme, on pouvait très facilement mettre communisme. Et ça, c'est de la créativité dissidente, et je crois que ça, ce livre qui a, je crois, été écrit en 1967, interdit pendant des années, puis publié pendant quelques semaines en 1982, et qui est devenu un classique de la littérature dissidente mondiale, ce livre, c'est la preuve qu'un dissident qui est au départ, comme Gilles Gelef, un intellectuel, un philosophe, peut contribuer à changer le monde sans la violence. Et ça existait avec des livres comme celui-là pour la Bulgarie, ça existait en URSS avec des hommes comme Bukowski, comme Natalia Gorbanevskaya qui est allée manifester sur la place Rouge. Ils étaient 8 contre l'invasion des troupes du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie en 1968. Ce sont des gens, et qui s'est retrouvé en hôpital psychiatrique pour dissidents, ce sont des personnes qui savent qu'elles auront à souffrir, mais elles font savoir la vérité à leur peuple, et elles la font savoir aussi à l'étranger. Et les dissidents, c'était quand même des gens qui étaient soutenus parfois par des ambassades, comme l'ambassade de France ici en Bulgarie ou ailleurs, mais aussi par la presse internationale. Et Bukowski a atteint une notoriété internationale qui a obligé les autorités soviétiques à l'échanger sur un pont contre un des leurs. Donc Bukowski a fini par être expulsé en Occident. Donc ce sont des gens, et c'est pour ça que les dissidents sont des personnes exceptionnelles, sont des gens qui de manière personnelle et individuelle décident de faire quelque chose, tout en sachant que ça serait difficile, mais de faire quelque chose et de, comme ils disent dans leur célèbre toast, les dissidents soviétiques levaient leur verre et disaient « buvons à notre cause désespérée ». Oui, c'était une cause désespérée, mais en janvier 89, quand le président Mitterrand est venu voir les intellectuels et les dissidents, eh ben, on ne savait pas forcément que d'ici quelques mois, le communisme s'effondrerait. Et quand les dissidents soviétiques faisaient des manifestations ou lisaient des poèmes, ils ne se doutaient pas que le communisme s'effondrerait aussi en Union soviétique. Et c'est cette force de caractère qui est nécessaire à cette époque-là et qui, à mon avis, est très indispensable aujourd'hui. Merci beaucoup. J'avais peut-être un point aussi que je souhaitais mentionner, puis vous interroger aussi là-dessus. Donc vous avez effectivement fait le portrait de ce qu'est le dissident, le rôle qu'il peut avoir. Je pensais aussi, puisque vous évoquiez le cas de la Russie de 1968, les dissidents aussi changent l'image peut-être d'un pays ou d'une nation. Je vous dis ça parce que je me souviens, j'ai séjourné pendant quelques années à Prague et j'avais rencontré des intellectuels pragois, des intellectuels tchèques qui m'avaient dit que les quelques manifestants, ils étaient 8 je crois, c'est ça, hein, sur la place Rouge, ouais, oui, au mois d'août 1968, leur ont permis de ne pas totalement ou complètement désespérer du peuple russe. Donc peut-être dire ce que ça raconte aussi en termes d'étendard, si je puis dire, de conscience et d'image aussi pour les nations. Oui, ça montre que le totalitarisme n'est pas absolu, qu'il y a des individus qui, par leur histoire personnelle, par leur force de caractère, réussissent à effectivement montrer autre chose. Et lors de cette fameuse manifestation du 20 août 1968 sur la place Rouge, qui a duré 5 minutes, à midi, au moment où les cloches du Kremlin sonnaient, mais devant le lieu du pouvoir, Natalia Gorbanevskaya, qui est une dissidente exceptionnelle, qui est décédée il y a quelques années, avait une pancarte. Et sur cette pancarte, il y avait marqué, elle avait caché cette pancarte dans le landau, dans la voiture d'enfant de son fils, qui était dans une poussette. Elle l'a sortie et il y avait marqué « Pour votre liberté et pour la nôtre ». C'est-à-dire que des citoyens soviétiques voulaient d'abord se battre pour la liberté des Tchécoslovaques, mais ce qui voulait dire aussi évidemment qu'ils se battaient pour leur liberté de dire ce qu'ils pensaient de cette invasion. Et donc effectivement, je crois que les dissidents dans ces pays-là, à part les grands artistes et les grands poètes et les grands musiciens, c'est souvent l'honneur de leur pays, parce qu'ils ont eu la force de la parole. Ils ont eu ce franc-parler qu'avaient les philosophes grecs dans l'Antiquité et qui est une manière de ne pas avoir peur et de parler sans peur. Et je crois que ça a existé dans des pays tenus par le totalitarisme. C'est vrai que ça a changé l'image de ces pays et c'est très important pour l'histoire. Merci. Alors une question peut-être à vous deux. Donc vous avez évoqué effectivement les dissidents dans l'histoire, les dissidents au XXe siècle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'on s'en souvient? On a parfois le sentiment qu'on les a un peu oubliés. Alors je vais reprendre l'exemple pour illustrer mes propos de Georgi Markov.
Alors effectivement, Georgi Markov, si je le cite en France, personne ne sait aujourd'hui qui il est. Pourtant, donc, il est l'auteur de cet ouvrage. Il a aussi, je crois, travaillé pour la BBC à Londres. Je crois qu'il a écrit aussi des pièces de théâtre, qu'il a été poète, une personnalité importante. Mon bulgare est très médiocre, mais je crois comprendre que son style est absolument magnifique et il me rappelle un autre auteur qui était à la fois poète, philosophe et traducteur, cette fois-ci tchèque, qui s'appelait Jan Zabrana et qui était aussi voilà, un auteur tout à fait extraordinaire et qu'on a un peu oublié, aujourd'hui. Donc, au fond, comment expliquez-vous, alors je m'adresse à vous deux, en fait, cet oubli relatif, ou parfois même absolu, dans lequel sont tombés ces dissidents qui pourtant, même si il y a la fameuse formule de Václav Havel, le pouvoir des sans-pouvoirs, mais qui ont quand même contribué à changer la face de notre continent au moins. Pourquoi ils sont tombés dans un relatif oubli? Alors peut-être, je ne sais pas, madame, si vous avez un point de vue sur cet aspect-là, sur... aujourd'hui, en Bulgarie, voilà, que reste-t-il effectivement de ceux qui se sont opposés au régime ou des personnalités qui ont aussi participé au petit déjeuner? Трябва много да внимавам какво ще кажа, да не ядосам още някой в залата. Не, вижте, дисидентите в момента никому не са нужни. И затова те са забравени. Макар че аз съм убедена, че и днес има нужда да се говорят неща, различни от това, което ни налага като норма управлението. Убедена съм, че това нещо трябва да се подкрепя и да съществува. И в този смисъл, така може би, някакви хора може да се сетят да дисидентстват. Аз лично не мога да се занимавам с това. Вече съм на възраст, която не ми позволява. Merci pour vos propos, puis d'exprimer votre position. Alors je pense que, Michel, vous avez un point de vue différent sur effectivement voilà, le rôle des dissidents et puis aussi donc, voilà, ce qu'il signifie aujourd'hui. Ouais, pourquoi on les a oubliés? C'est vrai qu'on les a relativement oubliés. Moi, c'est vrai que quand j'invitais des dissidents soviétiques à Paris à venir parler, j'invitais des jeunes qui ne connaissaient plus ces noms et ces personnes. Et les livres sont moins publiés aujourd'hui, etc. Mais je crois aussi, si on prend les pays qui ont fait leur transition vers un monde post-communiste, que ce soit vers la démocratie ou non, au Bélarus, la démocratie n'a pas duré très longtemps, malheureusement. Il y a eu des enjeux nouveaux qui sont apparus, qui ont occupé tous les esprits, alors que ça soit la question de la transition, la question des réformes économiques, sujet très, très, très grave, la question de la corruption, la question de ce qu'il faut faire des services secrets, est-ce qu'ils restent ou pas discrètement au pouvoir, la question de la lustration, qu'est-ce qu'on fait des anciens fonctionnaires communistes, etc. Donc il y a beaucoup de questions très dramatiques qui sont posées. On a changé de monde aussi, c'est-à-dire les gens se sont retrouvés dans un monde capitaliste, dans un monde où il n'y avait plus la garantie de prix fixe, etc. On a changé de monde, donc il y a eu un effet de choc. Ça, il y a une écrivaine bélarusse qui exprime ça très bien, c'est Svetlana Alexievitch dans son livre « La fin de l'homme rouge ». En russe, elle l'a traduit Vrime Segenhent, voilà, et elle explique que le choc que les personnes qui sont sorties du communisme ont affronté en découvrant le monde de l'argent, etc. Et puis, il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres en Yougoslavie, il y a eu des guerres dans la Fédération de Russie avec la Tchétchénie, etc. Donc, en fait, les dissidents, ils sont un peu sortis de l'esprit. Et puis, je vais vous dire, au fond, la principale chose qui a fait que les dissidents ont été oubliés, c'est que je crois que les dissidents, dans leur grande majorité, ne sont pas les hommes de pouvoir, ne sont pas des hommes politiques. C'était des mathématiciens ou des ouvriers ou des infirmiers, mais ils ne voulaient pas faire de la politique forcément. Alors il y en a qui se sont retrouvés au pouvoir, Václav Havel, Lech Walesa, Gélus Gélef, etc. Mais ce ne sont pas, je crois, des politiciens.
Et c'est ça d'ailleurs, je crois, qui fait leur valeur. Ce sont des personnes qui étaient indignées et donc qui ont agi au nom de leur conscience. Et donc je crois que malheureusement la politique, bien souvent, a repris le dessus. Des politiciens professionnels ont fait leur métier, qui est d'exercer le pouvoir ou de le gagner. Et donc les dissidents ont été un peu écartés. Vous voyez, dans le pays que je connais le mieux sur la dissidence, l'URSS, bon, bah, Sakharov est mort, mais après, il y a les dissidents, ils ont pas été présidents, les dissidents n'ont pas été présidents, ils ont rarement été élus, et puis ils ont été rapidement écartés par des forces spéciales, des anciens communistes, des mafias, et malheureusement, les dissidents ont quitté la scène, et voilà, et d'où la nécessité pour moi de leur donner à nouveau la place qu'ils méritent. Merci, mais alors, oui, quelques mots. Тъй като вие говорихте много интересно за руското дисидентство и то е много типично, аз мисля, че и самите дисиденти имат някаква, поне малка вина за това, че са изтласкани, че са маргинализирани. В Русия имаше много силна група, която се явяваше в едни определени издания и в определени от Еха Москва и така нататък. И ние ги слушахме. Тези хора обаче в един момент предпочетоха да отидат в Лондон и да ядат парите на Ходорковски. И това не им направи услуга за техния авторитет. Sur Écho de Moscou, qui est une radio que je connais bien, elle a été interdite juste au moment de la deuxième phase de l'invasion russe en Ukraine. Et si vous prenez par exemple Sergei Buntman, qui était le rédacteur en chef de cette radio, que vous connaissez peut-être, à ma connaissance, il a exercé son travail de journaliste, pas vraiment dissident, mais de journaliste libre, disons, de journaliste objectif, impartial, jusqu'à la fin. Donc je ne connais pas les cas dont vous parlez de personnes qui sont allées à Londres, mais à ma connaissance, la grande majorité des journalistes d'Écho de Moscou ont essayé de faire leur travail jusqu'à la fin, et aujourd'hui, comme ils sont interdits en Russie, bah oui, on interdit des médias en Russie, on n'a pas encore coupé Internet ni YouTube, mais on interdit des médias, bah ils essayent de travailler en ligne, d'autres, effectivement, parfois d'autres lieux. Alors il y a des réactions de journalistes qui sont à Riga, la télévision Doge, il y a Meduz, qui est, etc. Et voilà, donc en fait, les journalistes russes aujourd'hui sont obligés, s'ils veulent faire leur travail, parfois d'aller travailler à l'extérieur de leur pays, ce qu'ils regrettent bien, et pour ne pas se retrouver eux aussi sous le coup d'une inculpation pour critique, pour fake news sur la guerre en Ukraine. C'est ça le terme officiel. En Russie, si on dit quelque chose sur la guerre en Ukraine qui n'est pas dans la ligne du parti, si j'allais dire, eh ben on peut avoir jusqu'à 8 ans de prison aujourd'hui. Je voulais justement rebondir sur cette question de l'importance ou non des dissidents, de ce qu'il en reste aujourd'hui, puis des dissidents d'aujourd'hui aussi, et de ce qui peut, et si vous pouvez nous expliquer un peu ce paradoxe, c'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez souligné, d'un côté, les dissidents, des hommes sans pouvoir, qui n'ont pas forcément une ambition politique, hein, pour un grand nombre d'entre eux, qui ne se débrouillent pas toujours très bien sur ces aspects. Et en même temps, on voit que les régimes totalitaires, les dictatures, en ont une très grande peur. On les empoisonne. Alors, Georgi Markov, il a été empoisonné en septembre 1978 par les services secrets du régime de Théodore Zhivkov. Puis, tout récemment, on a eu l'assassinat de Anna Politkovskaya, donc en 2003, n'est-ce pas, pour le jour anniversaire de Vladimir Poutine. Il y a eu l'empoisonnement d'Alexei Navalny, et puis la liste est longue. Donc on se dit que si au fond ils étaient si peu importants, ces pouvoirs si puissants, s'en préoccuperaient peu. Alors comment expliquez-vous cet acharnement qui
s'inscrit effectivement dans l'histoire et qui se répète malheureusement aujourd'hui, en particulier en Russie, mais également bien évidemment dans d'autres pays où il y a des régimes autoritaires. Donc c'est une question pour vous, Michel. Là où c'est intéressant aussi, c'est qu'en 1989-91, on s'est dit, bon ben voilà, le monde est libéré du communisme, la démocratie va s'installer partout, et puis on va oublier les idéologies, parce que quand même, vivre sous le communisme, d'après ce que je sais, c'est vivre aussi sous la censure et une idéologie obligatoire, même si pas grand monde n'y croit. Et ce qui est frappant, c'est que ceux qui pensaient que la démocratie allait s'installer partout dans le monde ont été bien naïfs. Parce qu'il a suffi d'attendre quelques années, à partir de 2000, pour voir réapparaître des phénomènes comme le poutinisme, comme le discours politique d'Erdogan en Turquie, ensuite le grand discours idéologique de Xi Jinping à partir de 2012-2013 en Chine, puis le nationalisme hindou de Narendra Modi en Inde. Et là, on a compris qu'en fait, le monde ne progressait pas du tout vers un capitalisme démocratique, etc., mais allait vers un resserrement idéologique et que des peuples entiers voulaient à nouveau s'enthousiasmer pour des idéologies souvent impérialistes. Et donc, ça veut dire que les choses se resserrent et donc que les dissidents qui effectivement avaient été un peu oubliés, eh bien, il y en a des nouveaux qui apparaissent. Il y en a des nouveaux qui apparaissent et moi, j'ai fait un petit tour du monde, enfin je suis allé dans plusieurs pays pour essayer de trouver des nouveaux dissidents. Et c'est pas forcément des anciens pays communistes. Alors je suis allé interroger le chef des Tatars de Crimée, Mustafa Djemilev, ou alors j'étais en Ukraine sur le Maïdan, ou alors au Bélarus, etc. Mais je suis allé aussi au Mexique, où il y a des personnes qui se battent contre les trafiquants de drogue et qui risquent leur vie. Et puis il y a peut-être aussi des nouveaux dissidents dans les démocraties occidentales, ou dans des démocraties dans tous les pays d'Europe, des gens qui luttent contre la corruption, des gens qui luttent contre les abus de pouvoir de certaines entreprises. Donc en fait, les nouveaux dissidents, il y en a partout. Il y en a partout, et moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont toujours cette même personnalité. C'est-à-dire, ils sont contre la violence, ils inventent un visage découvert, et ils inventent des choses. Ils inventent des chansons, etc. En Russie, aujourd'hui, vous avez des personnes qui laissent des petits autocollants aux couleurs de l'Ukraine dans les coins des magasins. Il y a des gens qui laissent des petites poupées, qui photographient ensuite sur Instagram aux couleurs de l'Ukraine, et qui les déposent dans la rue. C'est-à-dire, ils investissent l'espace public en inventant des choses pour ne pas se faire repérer. Et effectivement, cet humour dissident, je crois que la dissidence ne va pas sans l'humour, cette impertinence dissidente, elle fait peur au pouvoir, parce que le pouvoir, il se veut toujours grandiose, voire grandiloquent. Il est sérieux, le pouvoir. Le poutinisme, c'est très sérieux, même si Vladimir Poutine essaye de faire des blagues sexistes ou homophobes régulièrement, etc. Mais c'est quelque chose de grandiose, parce que c'est le renouveau de la grandeur russe, etc. etc. La libération des peuples par rapport à l'Occident décadent. Vladimir Poutine, aujourd'hui, voudrait être le nouveau tsar Asfabadit, le nouveau tsar libérateur de tous les peuples qui ont été emmenés dans la décadence des démocraties libérales occidentales. Eh bien, ces petites choses dissidentes, oui, ça les gêne. Oui, ça les gêne parce que ça se moque d'eux et ça montre qu'il y a plein de gens qui n'y croient pas. En tout cas, que certaines personnes n'y croient pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde entier, en Iran, en Chine, partout dans le monde, ces dissidents sont réprimés. Et le combat pacifique, il devient tous les jours de plus en plus difficile. Parce que les régimes se resserrent, la démocratie n'a pas bonne presse, les sondages le montrent, les gens préfèrent parfois l'autoritarisme, et donc ça crée quand même un resserrement de la société, et donc ces nouveaux dissidents, je crois qu'il faut les soutenir. J'aurais une question peut-être un peu personnelle, mais quand je vous ai présenté, et quand j'ai évoqué les ouvrages que vous avez publiés, Michel, on note que vous avez écrit des ouvrages consacrés, comme je l'avais dit, à des personnalités liées à une pensée extrême, dans la tête de Vladimir Poutine, dans la tête de Marine Le Pen. Et vous avez aussi écrit un ouvrage consacré donc aux nouveaux dissidents. C'est ce double intérêt, si je puis dire, c'est-à-dire à la fois être dans la tête de cette pensée extrême et au fond du côté du pouvoir,
et puis votre intérêt pour les dissidents. Ce double intérêt, comment l'expliquez-vous? Voilà, ça serait peut-être intéressant de savoir. Allô? Oui. Merci beaucoup. Merci Luc. En fait, je pense que il faut d'abord comprendre. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce qui se passe. C'est de comprendre le poutinisme. C'est-à-dire que je vois l'effet du poutinisme à la fois en Russie, mais dans énormément de pays du monde. Et je pense que dans chaque pays du monde, le poutinisme a des lignes d'influence différentes. C'est pour ça que mon rêve, c'est de créer un observatoire européen du poutinisme, pour voir comment dans chaque pays, le discours russe va appuyer parfois sur la solidarité slave, la solidarité orthodoxe, la nostalgie du grand homme, le conservatisme des mœurs, etc. Et la propagande, le discours poutinien est très, très, très plastique. Et donc, il utilise des arguments différents, l'anti-américanisme. En France, ça marche très bien, l'anti-américanisme, par exemple. Pardon. Et donc, je crois qu'il faut d'abord essayer de comprendre les idéologies. Ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de sociétés qui ont besoin de grands récits mobilisateurs, de grandes histoires. Poutine offre à son peuple et au monde une histoire, alors qui est fabriquée, c'est une histoire où les Ukrainiens sont des nazis. Donc c'est une histoire complètement fantasmatique, mais c'est une histoire. Et qu'on raconte tous les soirs à la télévision russe. Et donc, moi, ce que je trouve très important, c'est de comprendre. Voilà, c'est de comprendre. C'est-à-dire que je pense que pour bien lutter, il faut d'abord bien comprendre. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le poutinisme, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu tous les discours de Poutine depuis son accession à la présidence en 2000. J'ai regardé quels étaient les intellectuels qui citaient, quels étaient les mouvements idéologiques ou voire philosophiques qui se cachaient derrière ces citations, et d'essayer de reconstruire ce que c'était qu'une idéologie comme l'idéologie de Poutine. C'est très intéressant. Alors, je ne suis même pas sûr que Poutine y croit lui-même. C'est un discours de pillard, c'est un discours de communication. Mais son but, c'est que les gens y croient. C'est que les gens l'écoutent. Les Russes, mais aussi les Français, les Allemands, les Bulgares, les Américains, etc. Et donc, je pense que, voilà. Donc, en fait, moi, ce que je trouve important, c'est d'articuler l'action à la compréhension, et donc c'est pour ça que je suis un peu toujours entre les deux sujets. Merci beaucoup. Alors peut-être une dernière question de ma part, et ensuite je donnerai la parole au public, à nos amis venus aujourd'hui. Alors je ne sais comment... Madame, vous avez déjà un peu répondu, je crois, à la question, vous avez exprimé votre point de vue. Vous vous souvenez Michel, quand vous étiez venu à Prague, c'était il y a quelques années, également pour commémorer le petit déjeuner qu'avait offert François Mitterrand à Prague, donc quelques mois avant celui organisé à Sofia avec la présence de Václav Havel. Vous avez trouvé une expression qui était le bel avenir de la dissidence. Donc, que vous inspire cette formule, le bel avenir de la dissidence ? Malheureusement, la dissidence a de beaux jours devant elle, à moins qu'elle ne soit totalement écrasée, mais je crois que même en Russie, elle existe. En Iran, évidemment, en Chine, il y a des gens qui essayent de faire des choses, à Hong Kong aujourd'hui, à Macao demain, etc. etc. Et oui, elle a un bel avenir. Elle a un bel avenir. Donc c'est malheureux, et en même temps, qu'il y ait des individus qui prennent ces risques parce qu'ils sont indignés, et je pense que le moteur, c'est l'indignation. Vous savez, Platon, il avait un terme, c'était le thumos. Le thumos, c'est ce qui est entre la tête et le sexe, il y a le cœur. Et c'est un souffle. Et pour Platon, c'est le souffle de l'indignation. Et je crois que ça veut dire qu'il y a encore des gens qui s'indignent, comme vous vous indignez de la société autoritaire, dictatoriale, voire totalitaire, et qui s'indignent de ça et qui se disent je ne peux pas ne rien faire. Et donc, voilà, malheureusement et heureusement, je crois que la dissidence, j'en suis personnellement persuadé, peut-être je me trompe, mais a de beaux jours devant elle. Bien. Merci beaucoup à vous deux. Donc on peut vous applaudir. Et je propose maintenant de donner la parole au public. Donc voilà, on attend vos questions. Il y a une question de madame, en bulgare ou en français. Merci.
Je vais poser ma question en français puisque j'aime beaucoup cette langue. Alors voilà, je vais profiter de l'occasion. Je vous propose de jeter un regard un peu plus théorique sur la différence entre les termes dissidence et, disons, d'une part et d'autre part le terme opposition. Puisque si vous prenez et bien sûr faire intervenir la philosophie, en tant que phénoménologue, vous connaissez le très beau et significatif texte de Merleau-Ponty, Notes sur Machiavel. Là, vous pouvez trouver beaucoup de suggestions sur ce point. Mais dissidence, en fait, ça signifie quelqu'un qui a son siège à part. Donc, qui a son lieu à part de quelque chose qui se trouve au centre. Donc, par définition, le dissident est quelqu'un qui est marginal. Et celui qui sort de sa marginalité pour accéder au pouvoir, il cesse d'être dissident. Donc, il peut passer ou bien à l'idéologie officielle ou bien à l'opposition. Et cette opposition, comme c'était le cas en Bulgarie, a été très bien élevée, soigneusement élevée par le pouvoir officiel. Donc, en résultat, on a eu une pseudo-dissidence, une pseudo-opposition qui s'est fait comment dire, qui a fait la face de l'opinion différente. Donc, vous avez eu la différence qui en même temps n'était pas la différence. Et vous avez, en fait, si vous vous rappelez, Hannah Arendt, elle avait dit que philosophie et politique ont divorcé déjà avec le procès de Socrate. Donc, et Socrate était le premier dissident, si vous voulez, même dans son échec. C'était le premier échec qui a été typisé dans l'histoire avec l'échec de tous les vrais dissidents. Non pas de ceux qui ont fait le semblant de la dissidence. Mais ce qui était exceptionnellement important dans votre discours et que j'accepte complètement, c'est que les dissidents sont des individuels. Donc ici, vous avez le conflit du individuel et du collectif. L'idéologie, la politique, c'est toujours le collectif, l'opinion qui peut être imposée au large public, etc. Tandis que les dissidents sont des individualités. C'est ce qui a manqué dans le milieu bulgare. C'était des individualités qui, dans un moment, ont cédé d'être individuels parce que cela n'était pas utile, cela n'était pas profitable, ce qui était le cas différent en Russie. En Russie, ils ont accepté de prendre charge et de subir toutes les inconvéniences qu'on lui avait imposées. Ça n'a pas existé en Bulgarie puisque vous avez posé la question qu'est-ce qui est la différence entre la dissidence bulgare et la dissidence dans les autres pays. Les dissidents aujourd'hui, c'est d'après moi quelque chose de très simple. Les individus talentueux, justement comme vous l'avez dit, qui créent de l'art, de la science, etc., et qui acceptent de rester pour toujours à part, de ne pas accéder au pouvoir malgré les séductions qui, voilà, existent toujours. Merci encore une fois pour votre peut-être qu'il y a intervention. d'autres questions aussi. Madame, si On va essayer de concentrer sur une question. Здравейте, аз искам да кажа нещо, което ми се струва много важно за Франция и за френското посолство. През 1990 година, 1991, България още беше член от онази система. Варшавският договор не беше разпуснат, СИВ съществуваше. Но в онези години ние създадохме конституция, която ни служи и до днес. И искам да кажа, че няма страна и хора, като Франция, които ни помогнаха в този момент. Ние направихме конституция, която не само гарантира многопартийност, но тя ни гарантира права на човека. Гарантира ни това да нямаме, както в Югославия стана катастрофа, войни и 250 000 загинали. Да се споразумеем с нашите български турци, да допуснем тяхна партия или партия свързана с техни хора. И сега ще кажа няколко имена с една единствена цел. Аз затова и приех поканата да дойда днес. Аз тогава бях вице-премиер и съм един от авторите на тази конституция.
Морис Дюверже. Помощ в продължение на месеци. Текст по текст. Поредица от френски министри, които ни посещаваха. Нямаше други. Правя госпожа Червенко. И смятам, че френското посолство и ние като трябва да изучим този опит. Защото това е част от нашата история, от този преход. Позабравено е всичко това. През август 1991 година водих като вице-премиер делегация в Париж. Госпожа Кресон, покойният господин Брагавоа, госпожа Гигу, европейски министър. Всички те имаха пряко отношение към България. И трябва да ви кажа, че помощта не беше просто формална. Беше с хора, без съзнание, без със средства, без със всичко. Господин Дело, който още тогава каза, вие трябва да влезете бързо в Европейския съюз. И всичко това е безпрецедентно. Аз не знае дали закуската, и затова дойдох да кажа това на господин Митеран, е дала тласък на това. Възможно. Възможно това да са указания, но това беше безкорисна помощ. Силна помощ. И тази помощ е част от нашата история, от старта на прехода. Пак казвам, още преди да се разпадне източния блок, в тези първи години на разпада, ако мога така да кажа. И ще завърша с едно нещо, което искам да кажа и ми е останало в съзнанието. Като кмет на Париж ме прием, когато в тази делегация, господин Жак Ширак. И той попита нещо фрапантно накрая. Той каза, запомнете едно вие българите. Вие не сте там просто някаква граница. Вие сте границата на Европа. Тези думи аз съм си записал навсякъде. И затова мога да кажа в заключение. Благодаря, Франция. Madame, peut-être si vous voulez dire quelques mots, commenter, puis après Michel. Може би финални някакви думи да си кажем. Тази закуска първите 5 години се празнуваше всяка година. На всеки 19 януари ние бяхме канени в френското посолство, за да си спомним какво е било. След това, разбира се, уредяха срещите ни, самите ние уредяхме. Ето, аз съм останала самотна от тази закуска. Няма никой, всичките ни напуснаха. Но факта, че днес си спомняме, че преди 35 години е имало някакво такова събитие, което е било много важно и за нас, участниците в тази закуска, а и хората, които така формираха. Избягвам, както виждате, от думата дисидентство, употребявам понятието неправителствени организации. Да, дисидентството е особена работа, то не е, едва ли сега тук ще разберем и ще си обясним какво е това дисидентство. Да, това е отлепяне от цялото. В този смисъл би могло да се говори за някакви неща, някакви хора, които са се заявили като различни, като откъсващи се от общата маса, че това са може би дисиденти. За себе си аз не мога да говоря така. Аз говоря, че съм била член на една неправителствена организация, която е искала да има промени в държавата. Това е нещото, което аз съм мислила тогава и съм се опитвала да го правя. Други по-големи амбиции не съм имала. Сега трябва да ви кажа, че ние наистина този клуб след 1989 година в общи линии се провалихме. Ние се разпиляхме, разпръснахме, малка част отидоха във властта, други останаха и решиха, че са си свършили работата, но се оказа, че работа има много и все още има работа и трябва да се работи за различната държава, за новата държава. Но ние някакси, може би, не обърнахме достатъчно внимание на това, че трябва да се продължи и допуснахме във властта да влязат едни съвършенно случайни и неподготвени хора. Тогава така се получи. И до сега им ядем, как се казва, да.
Il y a aussi une qualité que j'ai remarquée un trait caractéristique que j'ai remarqué chez tous les dissidents que j'ai fréquentés, c'est la modestie. Un dissident n'aime pas dire qu'il est dissident. Il dit, mais j'ai fait ce que tout le monde aurait dû faire, vous voyez. Donc, votre réponse ne m'étonne pas, parce que voilà, un dissident n'assume pas forcément le terme de dissident. Et puis, pour réfléchir aux deux interventions très intéressantes que vous venez de faire, et en fait, je crois qu'on peut les lier, c'est-à-dire que, effectivement, être un dissident en politique, c'est une contradiction dans les termes, puisqu'un dissident, c'est quelqu'un qui va... Et puis, il y a un autre terme pour dissident. Alors, en russe, je crois qu'il y a un terme bulgare qui est très proche. En russe, c'est inakamyslie. En bulgare, c'est un terme très proche. Excusez-moi, je ne parle pas bulgare, mais c'est penser autrement. Donc, forcément, Socrate ne peut pas être un homme politique. Forcément, Boukovski ne peut pas être président de la Fédération de Russie. Mais pourtant, la nécessité fait que ça a existé. Et ça, c'est-à-dire théoriquement, c'est impossible, vous avez parfaitement raison, c'est une contradiction, mais le fait est que Václav Havel a dû prendre les responsabilités de son pays après 89, que Geliushevlev a pris la responsabilité de la Bulgarie, que Walesa a participé quand même, a pris les responsabilités en Pologne. Et là, ça répond à ce que vous dites, monsieur, c'est-à-dire qu'un dissident, souvent, n'aime pas la politique, mais la transition vers un pays démocratique, elle est extraordinairement dangereuse. À partir de 89-91, il y a des guerres en Yougoslavie, il y a une guerre en Tchétchénie, il y a de la violence, il y a un risque de retour dans l'autoritarisme. Donc les dissidents, ils ont pris leur... vous savez, Václav Havel, il me fait toujours penser au philosophe roi de Platon. Ce philosophe qui devient roi, mais il n'a pas du tout envie de devenir roi. Lui préférerait continuer à philosopher dans son coin. Mais à un moment, je crois qu'il y a une responsabilité. Václav Havel a assumé cette responsabilité. Qu'est-ce qu'on va faire avec une Slovaquie qui veut s'éloigner sans qu'il y ait de violence ? Il faut essayer de régler le problème. Ça ne lui plaisait pas forcément. Comment faire pour sortir la Bulgarie du communisme sans que la minorité turcophone persécutée à plusieurs périodes dans les années 80 ne veuille se venger et qu'il y ait des conflits sur les propriétés ? Eh bien, écrire une nouvelle constitution, essayer effectivement de faire en sorte que ça se passe sans guerre. Et monsieur, vous avez parfaitement raison. En Yougoslavie, il y a eu la guerre. En Bulgarie, il n'y a pas eu la guerre. Comment faire pour ne pas retomber en dictature ? Je parlais du Bélarus tout à l'heure, mais au bout de quelques années, vous avez un monsieur anticorruption qui est apparu, monsieur Loukachenko, il est toujours au pouvoir. Et il tient, actuellement, il y a un nombre de prisonniers politiques au Bélarus qui est plus fort qu'en Russie, alors que la population est différente. Donc, ceux qui ont dû, à leur corps défendant, exercer le pouvoir après la chute du communisme, d'accord, oui, il y a eu des jeux politiques, il y a eu de la corruption, il y a peut-être eu des services secrets qui ont continué à agir en sous-main, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour éviter la guerre, éviter la violence et faire en sorte que la transition au moins soit pacifique et qu'on ne retombe pas en dictature. Donc voilà, donc je crois que c'est une période moi, que je ne connais pas du tout pour la Bulgarie, hein, donc j'essaie de lire, de me renseigner, mais je crois que peut-être que certains dissidents ont joué un rôle aussi pour que cette transition soit au moins pacifique. Et c'est déjà très important. Vous serez d'accord avec moi, monsieur, je pense, sur ça. Nous avons une question au fond. Казвам се Красимир Костов и вземам думата само защото тази вечершното мероприятие, за което ви благодаря, че го организирахте, все пак се казва минало и бъдеще на дисидентството. Аз считам, че ние трябва да знаем миналото и трябва да го знаем повече. И вземам думата заради две неща, които бяха казани тук и които са страшно неверни. Най-напред, госпожо Червенкова, ние вас ви имахме за дисидент тогава. Независимо какво вие считате. И тогава ви сваляхме шапка, тайно разбира се, по-отделно в лични разговори и ви се възхищавахме. Защото живеехме в такива времена. Това 89-та година е една от най-черните години в историята на България и в нашия живот. Вие вероятно никога не сте се срещали с Тодор Живков. Аз служебно съм се срещал. Той беше сатрап. И това, което ми липсва днес в България, че България е единствената бивша социалистическа страна, в която все още управлението на Комунистическата партия и нейните ръководители не са осъдени и не бяха осъдени.
с изключение на уния двамата заради Чернобил. Ние все още не сме се изказали като общество и като държава за възродителния процес, а точно 1989 година имаше убити хора. Разбира се, другото, заради което помолих да взема думата и се извинявам, че отнемам толкова време, е това, което тази госпожа там каза. Това е най-страшната мръсотия, която може да се каже по отношение на тези хора, които в България бяха дисиденти или инакомислещи, че те са били в рамките на режима и едва ли не отгледани на режима. Ние това го чувахме много пъти. И дори преди, и след. Но всъщност всички тези хора, независимо от това кой какъв е бил, защото излязаха много неща за някои или не толкова за всички, те все пак си слагаха главата на дръвника. И тези хора, които участваха в закуската с президента Митеран, бяха избрани от френската страна. Те не бяха дадени от българска страна. А това само ми дава повод да кажа, че тогава това беше едно страхотно посолство. И аз още си спомням моя колега Ив Манвил. Дано да е добре и той и някъде другаде по света сега. Но тази среща ми е много интересна от друга гледна точка. Днес никой не ходи при Путин, а Митеран тогава дойде при Тодор Живков. И всъщност не е вярно това, че не са идвали. Идваха. Много. Много идваха. И немци, и французи, и англичани, и американци. Защото от една страна, моето обяснение, аз по това време работех в Министерството на външните работи, 40 години съм работил там. Моето обяснение и тогава и сега беше, че те все още имаха някаква надежда, че ще могат да въздействат на сатрапа Живков, за да промени системата от една страна и разбира се от друга страна да се убедят със собствените си очи какво е България, защото България беше една абсолютно затисната от всякъде страна. Заради режима, заради икономическата криза, заради това, че на 7 октомври Йордан Йотов забрани перестройката, гласността, затова вие се нарекахте така клуба, който впрочем не беше легална организация, ако не ми изневрява паметта, и заради възродителния процес. Тази среща беше и в контекста на перестройката, която България беше прекъсната. Дали тя промени България, със сигурност ви е променила тези, които участвате в нея. Нас ни промени, защото ние знаехме за тази среща. Аз мисля, че много хора знаеха за тази среща с интелектуалците на президента Митеран. И това също беше една пукнатина в стената. А за Франция ние нямаше да сме днес това, което сме, защото в края на краищата Франция и днес в България е преди всичко Европейски съюз. И дано да бъде така и в бъдеще. Благодаря. Alors, on a plusieurs questions. Est-ce qu'on les rassemble? Il y en a une autre au fond également. Merci. Quelques mots pour replacer le débat sous les principales thématiques que vous avez abordées, Madame, Messieurs. Le dissident, il n'est pas autorisé. Il peut l'être et ce n'est pas à ce moment-là un vrai dissident. Et ça rejoint le fait que l'argument qui est souvent utilisé dans les périodes de transition, c'est que ceux qui succèdent ne sont pas préparés. Mais préparés par qui? Par ceux qui ont ruiné l'État? Par ceux qui ont développé et assis la dictature? Il est tout à fait normal qu'un dissident défriche un nouveau terrain. Et il est par ailleurs tout à fait normal, et cela remonte à la tradition médiévale en France et dans beaucoup de pays, que celui qui est amené à assumer le pouvoir au terme d'une période de transition ne le souhaite pas. Depuis le Moyen-Âge, il était traditionnel que l'on donne le pouvoir, voire le pouvoir suprême, celui qui tenait dans la couronne, à celui qui ne le souhaitait pas. Donc, non préparé peut-être, mais libre, sortant d'un régime dont il faut sortir. Et cette transition-là, elle peut effectivement prendre du temps. Le temps que les nouveaux dirigeants se sentent légitimes et assument ce pouvoir.
Et dans la préparation de la soirée d'aujourd'hui, j'ai cru lire qu'il était aussi question de l'existence éventuelle d'une dissidence aujourd'hui en Bulgarie. Peut-être faudrait-il aussi aborder cette question. Merci. Et au milieu? Bonsoir à tout le monde. Merci d'abord pour l'organisation de cette discussion très intéressante et à vos invités. Merci à Madame Chervenkova pour le courage qu'elle a d'exprimer librement sa pensée. Puisque je suis chercheuse en histoire, je voudrais revenir sur quelque chose que Madame Chervenkova a mentionné, le soutien qu'elle a senti, que les dissidents ont senti de la part de l'ambassade française. Et je m'intéresse à savoir à partir de quel moment ce soutien s'est manifesté. Est-ce qu'on peut le concrétiser, placer dans le temps? Est-ce que c'était bien avant 1988? Voilà, merci. Alors peut-être, madame, si vous voulez répondre à cette question. Аз казах, че подкрепата беше цялата 89-та година, т.е. преди 10 ноември. Френското посолство много ни подкрепяше, много ни помагаше и някак си ни съхраняваше ни от неприятности. Така че техните жестове бяха преди това, преди да дойде 89-та година. Тоест 10 ноември. En fait, mon appareil s'est éteint, donc j'ai pas compris ce que vous avez dit, mais c'est pas. Non, moi j'ai écouté attentivement ce que vous avez dit. Moi, quand vous dites qu'en Bulgarie, il y a aujourd'hui des dissidents, je suis très curieux que vous nous expliquiez en quoi, qui sont-ils, etc. Peut-être qu'on peut se parler brièvement après la rencontre là-dessus. Voilà, mais oui, les dissidents changent. Vous savez, voilà, quand il y a des manifestations parfois contre, je sais pas, la corruption, etc. Et les causes dissidentes sont intéressantes. Moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que la cause écologique avait été un levier ici très important pour critiquer le pouvoir, des campagnes contre les Jeux Olympiques d'hiver, etc. Et voilà, c'est intéressant parce que la dissidence invente toujours non, elle n'invente pas, elle trouve toujours des causes à défendre qui ne sont pas forcément directement politiques. Voilà, et je trouve ça assez passionnant. Moi, j'aurais peut-être... en fait, je vais rebondir un petit peu sur ce que j'ai entendu et vous poser en fait deux questions qui peut-être vont résonner aussi avec les interventions. À mon avis, il y a une première question qui revient sous une forme ou sous une autre dans les commentaires et qui est la question de l'histoire, en fait, des faits, de la vérité et au fond du rapport que nous devons avoir par rapport à cette histoire, c'est-à-dire l'histoire de la dissidence aussi, mais l'histoire aussi des répressions. Et comme on le sait tous, il y a maintenant, il y a un peu plus d'un an, en Russie, Mémorial a dû fermer ses portes. Plus récemment, c'est le centre André Sakharov, et ainsi de suite. On voit bien que le régime russe aujourd'hui tente d'étouffer l'histoire. Et je trouve que dans les propos que nous avons entendus aujourd'hui, cet aspect résonne encore fort. Et je vois que ici, en Bulgarie, le débat sur l'histoire, sur les faits, sur ce qui s'est passé pendant toutes ces années, continue à nourrir des débats, que les choses ne sont pas encore fixées, et puis qu'il y a la question aussi des responsabilités et de la connaissance des crimes qui ont pu être commis par le régime totalitaire. Donc je voulais avoir un peu votre réflexion là-dessus. Et le deuxième point qui est peut-être d'une certaine façon lié, ou peut-être pas, il y a le fameux ouvrage de Milan Kundera, L'Occident kidnappé. Et vous l'avez peut-être dit, mais peut-être pas tout à fait, j'ai le sentiment, en tout cas pour notre continent, qu'il y a un lien très fort entre le dissident et la conscience européenne. Aujourd'hui, je trouve que c'est très, très important à dire, puisque nous sommes menacés, effectivement, il y a une guerre d'agression russe
contre l'Ukraine, mais aussi contre nous tous, les Européens, contre les valeurs européennes. Et je trouve que le combat ancien des dissidents résonne d'autant plus, et il va continuer à résonner. Donc voilà, je dirais histoire, Europe. Si vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus, Michel, si vous êtes d'accord. Trouvé un télégramme d'un homme politique allemand qui s'appelait Egon Bahr pour construire une nouvelle architecture de sécurité européenne. En fait, il s'agissait en fait dans l'esprit de Vladimir Poutine de faire sortir la France de ses alliances de défense pour construire une architecture avec la Russie. Donc un piège dans lequel la France heureusement n'est pas tombée. Mais voilà, Vladimir Poutine aime l'histoire et il souhaite effectivement remplacer. Il a une vision bien particulière de l'histoire, il est très sélectif, et donc il remplace l'histoire des historiens par un grand récit idéologique, avec une réhabilitation quand même du stalinisme qui est assez inquiétante en Russie depuis quelques années. On voit refleurir des bustes de Staline, il y a eu un moment un débat sur est-ce qu'ils allaient rebaptiser Volgograd en Stalingrad, etc. Donc il y a quelque chose de très inquiétant là-dessus, puis il y a une répression très forte des historiens. Il y a toujours un historien du Goulag, Yuri Dmitriev, qui est en prison depuis des années et qui n'est pas prêt d'en sortir, et qui est une personne âgée, donc qui souffre beaucoup en prison. Donc oui, il y a un enjeu autour d'histoire qui est très important, et c'est vrai qu'il y a une pression sur l'histoire dans pas mal de pays, donc c'est un combat en fait, l'histoire. Et puis sur la conscience européenne, effectivement, il y a un grand dissident tchécoslovaque qui était aussi un grand philosophe, c'est Jan Patočka. Et Jan Patočka, vous le connaissez sans doute, madame, c'est quelqu'un qui a écrit sur la conscience européenne en tant que disciple de Husserl, c'est-à-dire qu'ils essayent de définir en philosophe ce que c'est cette conscience européenne, et l'une des figures majeures pour Patočka, c'est Socrate et c'est Platon. Et chez Socrate et c'est Platon, il y a ces deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui finalement nourrit notre culture européenne commune. C'est le souci le courage de prendre la parole même quand on sait qu'on va être condamné. Ça, c'est Socrate, donc c'est une parole dissidente. Elle est aux sources de notre culture. Et Platon, qui essaye justement de résoudre le problème que vous avez posé, le divorce entre vérité et politique, qui se dit tiens, ce serait bien s'il y avait des philosophes rois, ou en tout cas, même si on peut ne pas être d'accord avec cette idée de Platon, ce serait bien que la vérité soit sans doute la première chose à respecter dans une discussion démocratique. Or, on sait que la vérité aujourd'hui est menacée. Elle est menacée par l'intelligence artificielle, elle est menacée par les réseaux, elle est menacée par les fermatrolls de Poutine ou d'autres d'ailleurs dirigeants, elle est menacée par la désinformation. Et donc c'est vrai que la dissidence épouse cet esprit européen originel qui est celui de la philosophie grecque. Merci beaucoup. Y a-t-il encore d'autres questions? Je ne vois pas. Y a-t-il encore une dernière question? Alors, s'il n'y a plus de questions... Ah, madame, voilà, je ne voyais pas. Само един коментар. Мисля, че отправната точка на нашия разговор, закуската при Митеран, е много добър повод да си зададем въпроса защо днес закуската на Митеран е невъзможна в Русия. И ако си зададем този въпрос, ние ще разберем колко много всъщност се е променила системата, която ражда дисиденти. Колко невъзможно е всъщност дисидентството в Русия в неговия класически вид. Колко невъзможна е закуската на Митеран в Русия днес. Като казвам това, моята дефиниция за дисидентството е, че дисидентството е обратното на тоталитарната система. Тоест, в една нормално функционираща демокрация може да има много различни форми на опозиция, но дисидентството се ражда там, където обратното мнение е невъзможно да бъде изразено открито и свободно. Дисидентството се ражда там, където всъщност няма свобода на мнението. И тогава силата на характера,
хората, които въпреки невъзможността и ограниченията и репресиите изправят глас, това ражда дисидентството. Аз съм от Института по култура и помня Жельо Желев. Работихме един етаж над някогашния вестник Култура, където госпожа Червенкова беше главен редактор. И помня атмосферата в този институт, където си говорихме на ти с хората, които бяха за нас маркер за независимост, за интелектуална почтенност. Всъщност, в някакъв смисъл тези ценности днес сякаш вече не са така важни, не знае защо. Сякаш ерозираха в този привиден режим на свободно говорене. И все пак има нужда от почтенност, от интелектуална независимост на мнението, от това да мислиш отделно. Разбира се, прекрасно е, че можем да мислим понякога и заедно на глас, както се случва това тук днес, и за това благодаря. Alors, malheureusement, l'appareil ne marchait pas, je n'ai pas entendu la première partie de votre intervention. La première partie de l'intervention portait sur le fait pourquoi en Russie, enfin, pourquoi où le constat qu'en Russie, il serait impossible d'organiser un tel petit déjeuner comme l'a fait François Mitterrand. Alors c'est très intéressant parce que en lisant ce petit livre fait par l'ambassade, je crois, sur les 20 ans de ce petit déjeuner, j'ai appris que François Mitterrand, en fait, s'inquiétait beaucoup de ce qui pouvait arriver aux dissidents en les invitant au petit déjeuner. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas qu'ils soient en insécurité, qu'ils aient des conséquences négatives. Donc évidemment, quand on se met dans la tête d'un président français, on a envie d'encourager la dissidence, mais en même temps, on n'a pas envie qu'à cause de ce petit déjeuner, les gens se retrouvent en prison ou ailleurs. Donc politiquement, c'est très compliqué, je pense. Et là, bon, apparemment, Mitterrand a pris le risque, et certains ont perdu leur travail, mais voilà, il a pris le risque, et c'est un calcul politique en quelque sorte. Alors, c'est vrai qu'en Russie, aujourd'hui, vous avez raison, inviter un dissident, un opposant et un libre penseur à l'ambassade de France, si Macron le faisait, ça pourrait être vraiment très dangereux pour la personne. Alors, quand il est allé en Russie en 2018, Emmanuel Macron avait quand même rencontré des militants des droits de l'homme, etc. Mais c'était en 2018, c'était pas en 2022. Donc voilà, donc tout ça est très complexe. Mais en même temps, vous voyez, c'est toujours... Peut-être qu'un déjeuner comme celui-là serait impossible aujourd'hui en Russie, et en même temps, il faut absolument qu'un État démocratique, comme par exemple la France, essaye de tout faire pour aider les dissidents russes. Et il y a peut-être d'autres solutions que les petits déjeuners. Peut-être que si on donnait la nationalité française à Alexei Navalny ou à quelqu'un, si on donnait la nationalité française à des personnes qui sont en prison ou en danger, forcément, peut-être que le pouvoir russe réfléchirait à 2 fois avant de l'empoisonner ou de torturer à petit feu dans une prison au-dessus du cercle polaire. Donc je pense que là encore, comme les dissidents, il faut que les politiques aient de la créativité, mais qu'ils n'oublient jamais que aider la dissidence, c'est pas vous savez, le plus droit de l'homme de relations politiques. C'est absolument vital pour le futur du pays, parce que dans quelques années, peut-être que ces personnes qui sont en prison seront eux aussi des dirigeants d'une Russie démocratique, et ils se souviendront si on les a soutenus ou pas. Donc voilà, donc c'est toujours un calcul politique compliqué, mais je crois qu'il faut que nos représentants n'oublient pas d'inventer des choses pour que les dissidents ne meurent pas en prison. D'ailleurs, sur cette question de petit déjeuner, sur cette question du petit déjeuner et des risques qu'on faisait prendre, vous savez ce qu'avait dit Václav Havel à Prague, donc en novembre, quand il y a eu le petit déjeuner qui avait été organisé, et il était venu avec
petite trousse toilette, enfin sa brosse à dents. Et il avait dit, voilà, je viens avec ma brosse, enfin avec voilà, ma trousse de toilette et la brosse à dents, puisque une fois le petit déjeuner terminé, je vais peut-être me retrouver en prison. En fait, il est devenu président quelques mois plus tard, mais effectivement, il y avait ce risque. Donc ça m'a fait penser à cette anecdote. Voilà. Donc, y aurait-il encore les toutes dernières questions? Voilà, sinon, nous allons peut-être nous arrêter là. Donc, chère madame, cher Michel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment un grand honneur de pouvoir organiser cet événement ici à l'Institut français de Bulgarie, qui bientôt va être centenaire. Je pense que c'est très important qu'on ait organisé cet événement, qu'on ait pu ensemble commémorer ce petit déjeuner, ce 35e anniversaire, parce que, comme vous l'avez souligné chacun à votre façon, c'est un symbole, c'est un tournant, et c'est peut-être grâce à ce petit déjeuner, et puis la suite, bien évidemment, que nous nous retrouvons tous ici ce soir, que nous pouvons parler librement, et que nous sommes tous frères et sœurs européens, si je puis dire, et que nous partageons à la fois les mêmes valeurs, et puis le même parcours. Et au fond, avec ce petit déjeuner, c'était le début du retour de la Bulgarie vers l'Europe. Bulgarie qui a toujours appartenu à la civilisation européenne, quels que soient les aléas de l'histoire. Et je pense que ce tournant, voilà, était quelque chose de bien évidemment fondamental. Et pour nous, dans la relation franco-bulgare, ça reste un moment qui est très fort et tout aussi important que l'engagement de nos poètes au XIXe siècle pour la nation bulgare, Victor Hugo ou Lamartine. Je crois que ça s'inscrit vraiment dans ce mouvement-là et nous en sommes très heureux et un peu fiers aussi. Voilà, merci beaucoup.